le plat aussi. Quel plat? Ça fait peur. Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Way Caravan. Donc, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous impacte tous. Alors, c'est pas un sujet d'actualité, hein, c'est pas tout nouveau. Ça nous impacte dans notre vie, dans notre manière de consommer, de notre rapport aux choses, aux plaisirs, etc. On parle de la vie chère. Alors, la vie chère, où va-t-on? Pour en parler ce soir, ni plus ni moins que Monsieur Thibault Lechavega, le troisième vice-président délégué à l'Europe et représentant de la majorité. Bonsoir. Bonsoir, belle bonsoir la Guyane. Comment allez-vous ce soir? Eh bien, écoutez, ça va plutôt bien. J'ai passé un week-end agréable avec toutes les manifestations un peu partout qui sont faites dans le cadre des fêtes de fin d'année. J'étais sur Regina, sur Rémy-Montjoly, sur Matoury, sur Cayenne, avec franchement des belles manifestations. Donc, j'ai passé un très bon week-end et d'attaque pour commencer la nouvelle semaine. C'est génial. D'accord. Au moins ce soir, on va parler de ce sujet quand même qui fâche, mais de manière décontractée, à bâton rompu. Hein, À bâton rompu, oui. voilà, c'est ça quand même le principe même de l'émission. Et donc, en tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, on lance le générique comme d'habitude. Caravane de la liberté, Gimmicks, Soriana, allez dire, écoutez ça. Allez dire, nous pas comment, allez dire, nous qui est toujours plus fort, allez dire. Plateau de Way Caravan. Première question habituelle. Quel est votre avis sur l'actualité? Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers temps? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué ces derniers temps? Alors, qu'est-ce qui a marqué ma semaine? Cette semaine, c'était une semaine où il y a eu assemblée plénière de la CTG. Ça a été marqué avec un sujet qui, je pense, vous intéresse, puisque nous avons des soignants non vaccinés qui sont venus dire leur désarroi, leur détresse face à l'application de la loi du 5 août sur le pass sanitaire et surtout l'obligation vaccinale chez les soignants. Donc, ça a été marquant d'entendre les gens dire toute leur détresse, parce que c'est vraiment de la détresse. Donc c'était un moment assez intense, qu'on est élu et qu'on représente la population et l'ensemble de la population. C'était aussi un moment important parce que c'était la dernière assemblée plénière de l'année. Nous avons voté un certain nombre de mesures pour améliorer le quotidien des Guyanais. Nous avons voté notamment le principe d'un nouvel accord avec l'État pour récupérer 40 millions d'euros de plus pour investir dans notre quotidien. Et puis si on parle de ce week-end, ce qui m'a marqué ce week-end, c'est pour la première fois, il y a eu un vol Air France piloté par un Guyanais. Donc on montre qu'en Guyane, on est capable de faire de très belles choses et on a de grands talents. Et puis si on est plus encore dans ce qui m'a marqué aujourd'hui, j'ai participé à des manifestations et notamment au concours du meilleur jambon de Noël. Alors c'était vraiment un très très beau moment. D'ailleurs félicitations à celui qui a remporté Monsieur Jubitana et parce que c'est un moment où on partage la culture du pays. Il y avait avec l'association gastronomie guyanaise, c'était vraiment un très beau moment de partage et de mise en avant de notre culture, de toutes nos cultures guyanaises à travers les fêtes de Noël. Donc c'est ce qui m'a marqué aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de choses effectivement qui vous ont marqué tout au long de la semaine. Alors vous parliez de la situation justement des soignantes non vaccinées qui ont fait une intervention voilà, lors de cette séance. Donc il y a quand même, nous comme je vous disais, c'est sans tabou, on met les deux pieds dans le plat. Il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois d'ailleurs, un mois et demi. Donc, on a eu une séance, un séminaire avec les élus, les représentants des chambres consulaires et nous, la caravane, qui représentait la société civile. On a rédigé, on a amendé la motion. Donc, où est-ce que ça en est? Là, ça fait quand même
un mois et demi. Je précise quand même pour nos internautes que avant cette séance, il y avait déjà eu une séance de rencontre avec le monde médico-social, où d'ailleurs ces infirmières étaient aussi représentées à la demande de la caravane. Ça a été mis en place. Donc après tous ces échanges, où est-ce que ça en est? Ouais, alors, vous savez que nous, à la collectivité territoriale, en tout cas dans la majorité, on essaye vraiment de faire un travail de rassemblement de l'ensemble des Guyanais. Euh, Au sein même de la majorité, il y a des avis qui sont divergents sur la question. Et nous, on essaye vraiment, c'est vraiment le travail qu'a essayé de faire Gabriel Serville, c'est vraiment d'être un travail de rassemblement pour qu'on puisse adopter une position qui aille dans le sens de l'intérêt général et qui permette à tous les Guyanais de se retrouver et qu'on arrête de s'opposer. Parce que c'est vrai que dans cette crise sanitaire, on s'est beaucoup trop opposé, alors que pour vaincre la crise, en tout cas moi c'est mon avis et je pense que c'est l'avis qui est partagé par cette majorité, c'est qu'on a besoin d'y aller tous ensemble. Tout ça pour dire que c'est vrai que vous avez vous parlez de la motion. La motion, c'était vraiment la traduction de cette volonté-là, de faire ce séminaire à laquelle vous avez participé, mais aussi les représentants des socioprofessionnels, le CESEG, la représentante économique et sociale, les élus, que ce soit les communes comme les élus territoriaux. Et donc, on a fait cette fameuse motion, qui était une motion unitaire, puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité, et qui disait quoi? Qui disait que on n'est pas dans des questions de pour ou de contre, on est des questions de responsabilité, qu'aujourd'hui, pour faire face à la crise, on a besoin de tous nos soignants, vaccinés et non vaccinés, et donc la loi du 5 août ne peut pas s'appliquer. C'est simple. On n'est pas dans l'idéologie, on n'est pas dans le pour, dans le contre, on est dans le factuel et dans la responsabilité. La motion, elle a été transmise au gouvernement. Le président de la CTG a été en lien avec le ministre des Outre-mer, mais aussi le ministre de la Santé. Et ça a été l'occasion pour lui de réaffirmer l'engagement de la collectivité derrière cette motion, et que c'était une motion qui parlait au nom de tous les Guyanais. Alors, ils ont accusé réception, ils ont dit qu'ils avaient effectivement reçu la motion, qu'ils allaient y apporter réponse, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a toujours pas de réponse. Et nous, ce qui nous agace énormément au sein de la collectivité, c'est qu'on a vu que quand ça a pris le feu aux Antilles et en Guadeloupe, il y a une médiation qui a été mise en place. Nous montrons que nous sommes capables, pas d'aller mettre le feu au pays, mais au contraire de se retrouver et de nous parler, de ne pas être dans un combat des pros et des contre, de parler d'une seule voix, et on voit qu'il n'y a pas de réponse du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant, extrêmement agaçant, et qui pour moi est irresponsable de la part du gouvernement. Donc, où est-ce qu'on en est? On n'a pas beaucoup avancé. Nous, à la collectivité, on a pris une position qui est ferme, c'est qu'il n'y aura aucune suspension en raison de non-présentation du pass sanitaire, en tout cas de la preuve d'un schéma vaccinal complet. Ça, c'est la position. Là, vous parlez des agents de la collectivité. Absolument, absolument. Nous sommes dans l'obligation d'appliquer la loi, mais il n'y aura pas de suspension. C'est la position qui a été affirmée par le président et qui, je pense, que nous soutenons évidemment tous. Donc nous, au niveau de nos compétences, on l'a vu, on a aussi réussi à trouver une solution avec les pompiers. Ça leur permet, les pompiers, de continuer à exercer, même s'ils ne sont pas vaccinés, en présentant des tests négatifs. Donc nous, au niveau de nos compétences, on fait le boulot. Alors du côté de l'État, on a du mal à avancer, mais on ne perd pas espoir qu'on va réussir à faire entendre raison. Parce que malheureusement, moi je vous dis malheureusement parce que vous savez que personnellement je prends la vaccination à titre personnel. On voit que la population guyanaise n'est pas convaincue et que le taux de couverture vaccinale n'augmente pas. Donc il va bien falloir faire en sorte, il va falloir, comme je vous dis, c'est pas une position idéologique, c'est une position de responsabilité. Donc il faut absolument qu'on avance avec tout le monde et il faut absolument que l'ensemble des soignants soient à leur poste. On ne peut pas être dans un territoire où on est déjà un des pires déserts médicaux de France. Effectivement. On ne peut pas être, et on peut pas se dire que pour des positions idéologiques, on va empêcher des personnes d'exercer leur métier de soignant. C'est pas possible, c'est pas entendable. Donc il faut absolument Donc qu'on là, arrive. ce que vous dites que c'est en fait de la part du gouvernement, c'est une posture idéologique et non sanitaire. C'est ce que vous dites là. C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est une position idéologique, mais c'est pas une position de responsabilité. C'est-à-dire que j'entends l'idée qu'il y a derrière cette décision, mais en Guyane, en l'état, elle n'est pas applicable. Et moi, ce que je dis, moi, je suis vraiment, il faut mieux convaincre que contraindre. C'est-à-dire que
Au lieu de... Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Je ne comprends pas comment on met les dents on montre les dents du doigt en disant « Ah, mais c'est des complotistes. Ah, mais ils n'ont rien compris. Ah, mais ils sont bêtes. » Moi, je dis « Mais essayons de comprendre comment on en est arrivé là. » Quand vous avez eu une gestion de la crise sanitaire qui a été complètement erratique, quand on vous a dit « Les masques, ça ne sert à rien. Ne portez pas de masque, ça ne sert à rien. » Et puis derrière, on vous dit « Mettez tous des masques. En fait, on vous a menti, c'est parce qu'il n'y avait pas de masque. » Quand on vous dit tout un tas de décisions qui sont complètement illogiques et sur lesquelles on est revenu. Donc on a instillé le doute dans l'esprit de la population. Et bien au lieu de montrer les gens du doigt, on devrait se dire comment on regagne la confiance de la population, comment on regagne la confiance des soignants, comment on fait en sorte qu'ils soient convaincus de la démarche. Parce que quand on contraint les gens, qu'est-ce qu'on fait? On brusque les gens et on braque les gens et on va vers la catastrophe. Moi, c'est la position que j'ai. Et je dis, et je le répète, que sur la question de l'obligation vaccinale, pour moi, et c'est la position de la majorité de la collectivité territoriale, et d'ailleurs c'est la position de tout le monde puisqu'on a adopté cette motion unitaire qui a été adoptée avec l'assentiment de tous, on ne peut pas appliquer la loi en l'état. Donc, et il faut avancer, c'est pas possible. Là, heureusement, les chiffres sont en baisse, mais les fêtes de Noël vont arriver, on a envie de reprendre la vie la plus normale possible, le carnaval va arriver, moi j'ai envie qu'on fasse carnaval, j'ai envie qu'on arrive à passer carnaval, mais qu'on ne se retrouve pas après carnaval dans une situation encore de tension, on ne va pas savoir comment on va faire, on fait venir la réserve sanitaire et on est reparti encore le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc à un moment donné, permettons aux personnes qui sont engagées pour la santé en Guyane de faire leur métier, ce sur quoi ils se sont engagés, et avançons ensemble. Il n'y a qu'ensemble. Alors effectivement, moi je comprends effectivement l'intention, la posture, le fait que voilà, idéologiquement la posture de la CTG. Mais une fois qu'on a dit tout ça, là c'est parti. Concrètement, l'État n'entend pas marche, il n'y a pas de réponse. C'est quoi la prochaine étape? Puisqu'on sait ce qui va arriver s'il n'y a pas de... Moi, vous savez, je suis à l'aise pour répondre à vos questions parce que moi je suis autonomiste. Je prône l'évolution statutaire vers un statut d'autonomie de gestion qui nous permet d'avoir des marges de manœuvre dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de santé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il faut regarder la réalité en face, il faut voir ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Donc aujourd'hui, nous faisons ce que nos compétences nous permettent de faire. Je sais que les soignants qui étaient venus nous voir nous ont reproché d'avoir trouvé une solution pour les pompiers et de ne pas avoir de solution, entre guillemets, pour les soignants, et notamment pour les infirmiers et infirmières libérales. Mais c'est quoi la grosse différence? C'est que le président de la CTG est président du SDIS, du syndicat départemental d'incendie. Donc, il a la compétence pour prendre un certain nombre de décisions, mais il ne l'a pas pour les soignants qui sont de la compétence de l'ARS et de l'État. Donc, on ne peut pas appliquer le schéma qu'on a appliqué pour les pompiers aux soignants. Si on le pouvait, on l'aurait fait. Malheureusement, on ne le peut pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce schéma, il est applicable et que, pas par nous, puisque ce n'est pas notre compétence, mais par l'ARS et par le gouvernement, il est applicable. Là où ça va être un petit peu plus difficile, ça va être pour les infirmiers et infirmières libéraux, où c'est un petit peu plus compliqué parce que la solution qu'on avait trouvée, nous, c'est celle de présenter des tests négatifs. Et c'est sûr que pour les infirmiers et les infirmières libérales, c'est un petit peu plus compliqué pour le contrôle, mais ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir à une solution et ça ne doit pas nous empêcher de voir comment on va faire en sorte que toutes les personnes, tous les personnels soignants puissent continuer d'exercer leur métier et de percevoir, bien évidemment, leur salaire et faire vivre donc leur famille. Moi, je sais que la CTG, pour le coup, a des compétences en matière de santé. En quoi, sous quel axe, en fait, ça se décline? Quelles sont les limites? Quelles sont, voilà, les marges de manœuvre? Quelles compétences on a? On anime dans les communes. On intervient à côté de l'État sur l'animation des politiques de santé. On a c'est nous qui gérons les PMI. Mais les PMI ne sont pas vraiment des vrais centres de santé. Là, on a fait un accord. On vient de signer un accord avec le CHA pour la mise à disposition de pédiatres. Mais normalement, ça, c'est pas une des missions premières. On le fait pourquoi? On le fait parce qu'on est dans un désert médical et qu'on est obligé, on ne peut pas rester les mains croisées face à cette situation. Donc, on est obligé de prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres.
Non, normalement, on n'a pas à mettre des médecins dans des PMI. Dans les autres territoires de français, c'est pas comme ça que ça se passe. Normalement, il y a des centres de santé et tout ça. Bon, nous, on a ces difficultés-là, donc on le fait. Ce qu'on fait aussi, c'est que on anime, on prend tout notre rôle sur les questions de prévention. Donc, on le fait, mais la santé reste principalement une compétence de l'État et lui seul peut prendre des décisions sur le personnel de santé. Et malheureusement, cet état de fait, on y fait face. Mais c'est pas, ça ne nous arrange pas, évidemment. On aurait souhaité pouvoir avoir un rôle beaucoup plus actif et apporter des solutions beaucoup plus concrètes. Donc, en fait, ça fait écho, mais pas positivement. En fait, Marla Simona demande que compte faire la CTG pour venir en aide aux infirmières, aides-soignants et autres suite au licenciement abusif de l'ARS, tout en connaissant les risques sanitaires que vit notre territoire depuis trop longtemps. Il y avait un engagement qui avait été pris par l'ARS, c'est de faire du préventif et de ne pas faire de coupure de salaire. C'était ce à quoi ils s'étaient engagés. Bon, on voit aujourd'hui que la situation elle est un petit peu plus compliquée puisqu'on on a des personnels de santé, on a des soignants qui nous disent que ils n'ont pas de salaire depuis maintenant des semaines. Sûr. Donc on voit que finalement il y a des sanctions qui ont été mises en place et ça, moi je le déplore totalement. Et quand je dis moi, je sais que je parle pour l'ensemble de cette majorité et pour le président. Je trouve ça vraiment déplorable, dégueulasse. Donc nous, on est à leur côté. On est à leur côté et on essaye de trouver des solutions dans les meilleurs délais. Alors, malheureusement, je n'ai pas de baguette magique et malheureusement, je ne peux pas intervenir dans des champs de compétences qui ne sont pas ceux de la CTG. Mais croyez, comme je vous dis, croyez que si c'était le président de la CTG qui décidait en la matière, il n'y aurait eu aucune suspension de salaire. Et je vous le dis, pour la CTG, nous, on fait aussi face à l'obligation d'appliquer la loi. Le président de la CTG est allé devant les syndicats et leur a dit il n'y aura aucune suspension. C'est un engagement qu'il a pris devant les syndicats. J'étais présent en CHSCT. Il a pris cette position ferme. Et croyez-moi que si c'était nous qui avions à prendre la décision pour les soignants, elle aurait été la même. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, une dernière question par rapport à cette page sanitaire. Alors, Livia Fernand qui demande qu'allez-vous faire pour empêcher ce délire sur notre département pour empêcher le pass vaccinal, puisque maintenant, il n'est plus question, semble-t-il, de pass sanitaire, mais de pass vaccinal, pour aller bosser, parce que moi, j'envisage de partir en Amérique latine si ça continue comme ça. Alors, moi, je ne lis pas dans le mar de café. Alors, j'ai vu il était question d'avoir un pass vaccinal. Il faudra qu'on voit un peu, parce que ça devra passer par un projet de loi. Normalement, le processus, que les gens comprennent comment ça fonctionne, j'ai bien dit normalement, le gouvernement interroge les collectivités, les régions sur les projets de loi. Je dis bien normalement parce que sur plein de projets de loi, ce n'est pas le cas. Mais normalement, sur des projets de loi majeurs, on demande l'avis au président de région et donc chez nous de la collectivité territoriale de Guyane. Donc, on attend de voir si ça se concrétise, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi et comment est-ce que nous, on peut y répondre pour qu'on ne vienne pas empirer une situation sur la situation guyanaise où on le voit au quotidien, où on est en train de braquer la population. Et on voit en Guyane où la situation sociale elle est tendue, mais on arrive encore à faire un bout de chemin ensemble, on arrive encore à tenir bon, tous ensemble d'ailleurs, la responsabilité de chacun, que ce soit la population, les élus, les syndicats, les partis politiques. On voit que malgré ces grosses difficultés, on arrive à tenir bon. Et je pense qu'il faudra qu'ils comprennent qu'il ne faut pas venir mettre le feu à ce territoire. C'est vraiment pas de ça dont on a besoin ici. On a besoin de trouver du travail pour les gens. On a besoin de construire des logements pour loger les gens de façon décemment. On a besoin de permettre aux gens de se former, d'aller à l'école. Voilà ce dont on a besoin dans ce territoire. On n'a pas besoin de venir foutre le feu avec des positions idéologiques qui ne sont pas comprises par la population. Alors, là maintenant, nous allons poursuivre l'émission sur notre sujet principal, n'est-ce pas? La vie chère. La vie chère. Donc, alors moi, j'estime effectivement que cette crise sanitaire en rajoute à mal vivre, à une situation déjà pesante, prégnante, dont la vie chère, effectivement, en fait partie.
Alors, avant de commencer déjà hein, à poser toutes vos questions, nous allons là lancer un reportage, justement, explique un petit peu notre situation, justement, par rapport à la vie chère. Qu'est-ce que la vie chère? Comment elle se manifeste? Comment elle s'articule? Ça fait sens, mais il est toujours bon de s'en rappeler. La vie chère en Outre-mer, c'est encore une réalité. L'alimentation fait partie des secteurs qui impactent directement le consommateur. C'est très cher. Parce que je viens de métropole il y a 6 mois à peu près. Et on fait toujours à peu près les mêmes courses. Dans un caddie pour 130 € métropole, vous avez la viande, vous avez vos légumes. Ici, vous ne pouvez pas. Si vous avez beaucoup de viande, Pour le même caddie, vous en sortez à combien en plus? Ici, pour 40 €, 50 € en plus, au moins. Ça se réduit, mais pas sur les produits frais. Les produits frais restent encore très chers. C'est vrai, mesdames, l'autorité de la concurrence constatait encore en 2019 des écarts de prix dans l'alimentaire de plus de 28% entre la Guyane et la métropole. Pour éviter la flambée des prix sur des produits de base, les distributeurs ont signé avec l'État un accord de modération des prix. 80 produits font ainsi partie d'une liste à prix négociée, le panier du bouclier qualité-prix. Nous, on est pour continuer le bouclier prix, parce que c'est tout simplement une façon aussi de faire que le panier moyen du consommateur de la Guyane soit le plus bas possible, avec des prix de qualité. Ce bouclier qualité-prix donne lieu à des négociations chaque année entre les distributeurs et l'État. À partir de la semaine prochaine, on va lancer les négociations sur le bouclier qualité-prix. Avec les distributeurs, on va se mettre d'accord sur 3 sous-paniers, un sur l'alimentaire, un sur l'hygiène et un sur la petite enfance, qui va nous permettre de négocier avec eux un certain nombre de produits sur lesquels ils s'engagent à une modération des prix. Mais des voix s'élèvent en Guyane pour dénoncer des marges exorbitantes pratiquées par de grands groupes en quasi-situation de monopole. Xavier Clavel, travaillant déjà dans l'import-export, se bat pour rentrer sur le marché de la grande distribution. Moi, je suis en mesure de faire baisser les prix de 15% si on me laisse rentrer sur le marché. Aujourd'hui, j'ai de grands blocages de divers horizons, sans les citer. Mais à un moment, je vais les citer, qui empêche M. Xavier Clavel de rentrer sur le marché pour montrer à tous ces grands groupes qu'on peut gagner sa vie, vendre moins cher et développer l'économie locale. Faire baisser les prix en Guyane, c'est aussi la demande du député Gabriel Serville. Il attend du gouvernement du concret pour lutter contre la vie chère. Il y a véritablement un travail de régulation qui doit être mis en place. Moi, je considère que l'autorité de la concurrence doit aller encore plus loin, que l'État devrait s'impliquer davantage, parce qu'il y va d'une responsabilité collégiale, commune, que l'on doit pouvoir assumer. Pour l'instant, on n'y est pas. Le bouclier qualité-prix mis en place en 2012 a permis de faire baisser les prix de produits de première nécessité. Mais les écarts de prix entre la métropole et la Guyane restent encore en moyenne de plus de 34%. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet. Un reportage de 2020. Moi, j'estime quand même que ça reste récent, parce qu'il y a encore des reportages sur la même thématique datant d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, enfin, on n'en sort pas. Comment expliquer cette inflation perpétuelle? Mais déjà, tu l'as dit, il y a la crise sanitaire qui est partie par là et qui a eu un effet direct, c'est l'augmentation des coûts du fret. Les coûts du fret ont explosé, que ce soit le fret aérien ou le fret maritime. Et en plus, tu as l'explosion des coûts des matières premières. Ça, c'est pas quelque chose qui concerne que la Guyane, c'est quelque chose qui concerne le monde entier. Sauf qu'en Guyane, on était déjà dans une situation de vie chère, donc on vient nous rajouter sur une situation qui était déjà très très compliquée. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, il y a eu un reportage il y a quelques jours sur Guyane la Première qui faisait suite à des tweets que j'avais faits parce que j'avais été acheter une télé. Alors, les gens se sont moqués de moi en disant ouais, la télé, c'est pas un produit de première nécessité. Mais moi, j'avais répondu que parce que nous sommes Guyanais, nous sommes condamnés à ne consommer que des produits de première nécessité.
Donc heureusement qu'on aspire, moi j'aspire pour la Guyane et pour moi-même et pour toi, et pour tous ceux qui nous regardent, une vie qui ne consiste pas qu'à consommer des produits de nécessité et du panier bouclier prix là, et qui est du riz, de l'huile, des pâtes et du beurre. On a le droit de consommer autre chose et d'aspirer à autre chose dans nos vies. Mais c'était anecdotique parce que les prix que j'avais notés, c'était 50 à 100% plus cher. Ça qui fait, entre guillemets, des 200 à 500 euros de plus, quoi. Donc, c'est pas négligeable, surtout sur un territoire où tu as la moitié de la population qui vit avec moins de 1000 euros par mois. Donc, on avait fait un reportage avec Guyane la Première et ça a remis un peu le sujet au goût du jour. Aujourd'hui, il faut que on ouvre le débat sur plusieurs choses. Et la première chose pour moi, c'est sur les marges. Il faut que l'Observatoire régional des marges fasse son boulot parce qu'il y a des marges qui sont manifestement abusives. Cet observatoire-là a été mis en place quand? Alors, ça a été mis en place par la... Enfin, ça existait déjà. Maintenant, c'est devenu l'OPMR, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Ça a été modifié par la loi Lurel, qui est une loi qui date de décembre 2012, d'octobre 2012. 2012, du coup. Et donc, cet observatoire, le problème, c'est qu'elle n'a pas les moyens de fonctionner. C'est qu'on lui a donné des prérogatives, sauf qu'on ne lui donne pas les moyens de fonctionner. Et d'ailleurs, il s'est réuni la semaine dernière, et là, ça fait 2 ans qu'il ne s'était pas réuni, à cause du Covid. Il faut voir qu'il n'y a pas connaître visio, il n'y a pas connaître Zoom, il n'y a pas fait réunion pendant 2 ans pour cause Covid, et là, ils viennent de se réunir sur la question des prix de l'essence. Parce que comme tout le monde, voilà, il y a ce sujet-là aussi, qui est celui du prix de l'essence, donc ils se sont réunis la semaine dernière. Donc moi, je dis plusieurs choses. Je dis qu'il faut absolument qu'on s'attache à cette question des marges, contrôle des marges, de savoir est-ce que c'est des marges raisonnables, parce que personne ne dit qu'il n'est pas normal de gagner de l'argent. Quand tu investis, quand tu prends un risque, c'est normal que derrière, tu attends un retour sur investissement. Donc ceux qui investissent en Guyane, c'est normal qu'ils espèrent gagner de l'argent. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit dans une relation gagnant-gagnant et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire le consommateur, qui se retrouve à payer des prix exorbitants. Donc il faut qu'il y ait un contrôle pour que les gens ne soient pas dans des situations de rente ou des gens qui sont pour beaucoup dans des situations de monopole s'enrichissent sur le dos de la majorité. Donc ça, c'est plus possible. Non, mais ça, on le sait. On fait ce constat, ça fait des années. Comment expliquer que ça continue encore? Eh bien, je vais t'expliquer comment ça continue parce que moi, quand il y a eu la loi Lurel, j'étais jeune attaché parlementaire. J'ai commencé à travailler pour Gabriel Serville le 1er octobre 2012 et la loi est arrivée en octobre 2012, donc quelques semaines plus tard. Et Gabriel Serville, il était jeune député, il a été élu fin juin. Donc il est arrivé avec ce sujet vie chère, c'est un engagement qu'il avait, il s'est dit, eh ben, on va aller se battre contre les abus, on va aller se battre contre les marges abusives, et on a travaillé, on a pondu 50 amendements. Donc nous avions 50 propositions pour lutter contre la vie chère. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben quand tu es arrivé, que tu es un tout petit, et que je ne vais pas donner de nom, mais on les connaît, les grands groupes, qui font du lobbying, qui font pression sur le gouvernement, qui font pression sur les députés, et qui te disent, fais attention à toi, si jamais tu parles un petit peu trop fort, on va s'occuper de toi. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je peux le dire, hein, le gouvernement a appelé le député Serville la veille des débats et lui a dit, tu as intérêt de retirer tes amendements. Tu viens d'arriver, on ne te connaît pas encore, tu as intérêt de retirer tes amendements. Moi, je venais d'arriver, hein, je te dis, j'ai été embauché le 1er octobre. Tu fais quoi? Eh bien, on a essayé de se battre, mais quand tu es tout seul de te battre, il y a 577 députés, il y a cette marée-là, eh ben, tu fais comment? On a réussi à faire à avancer les choses. Hein. Il y a eu le fameux OPMR, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, qui a été renforcé, même s'il ne fait toujours pas son travail. Il y a eu la mise en place du bouclier qualité-prix. Alors j'ai entendu que... Qui est très pour eux, au final, puisque... Mais alors j'allais te dire, moi... Il est renégocié chaque année, visiblement. Mais ça fait 2 ans qu'il n'a pas été renégocié. Ouais. Et le problème, c'est qu'en Guyane, il n'est appliqué que par 15 enseignes. D'accord. Et moi, quand j'entends... Le reportage dont je te parle, j'ai participé au reportage, il y avait une chef d'entreprise et il y avait le président de l'observatoire. Il était très fier de lui, de dire, tout le monde joue le jeu, et d'ailleurs, il y a le bouclier qualité-prix. Le bouclier qualité-prix en Guyane, c'est 80 produits. Aux Antilles, c'est 200. Le bouclier qualité-prix en Guyane, c'est 15 enseignes. Aux Antilles et à La Réunion, c'est des centaines d'enseignes, y compris les libres-services. En Guyane, il y a 0 libre-service qui applique le bouclier qualité-prix. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc, c'est selon la volonté, en fait, des distributeurs? Il faut contraindre.
Alors tout à l'heure, je t'ai dit que Donc aux Antilles, ils arrivent à contraindre, mais ici, non? Ben, déjà, aux Qu'est-ce Antilles, qu'explique la il y a différence? plus de concurrence. C'était le plus gros marché à La Réunion aux Antilles, donc tu as plus d'opérateurs. Donc quand tu as plus d'opérateurs, c'est toujours plus facile de négocier que lorsque tu es face à un mec qui est en situation, ou deux ou trois, Quasi-monopole. qui sont en position de quasi-monopole, et que tu n'as pas de moyens juridiques de les contraindre. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'il n'y a pas des moyens de les contraindre. Donc, moi je dis aujourd'hui, il faut passer à la vitesse supérieure. Un, renforcer les pouvoirs de l'Observatoire des prix des marges. Deux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait avec la loi de 2012? Je te dis, ça a été compliqué, mais heureusement, la montagne a accouché d'une souris, mais il y a quand même cette souris. Et cette souris, elle te dit quoi? Elle te dit que quand il y a des situations où manifestement il y a des problèmes de prix, l'État peut intervenir et demander après avis de l'autorité de la concurrence d'intervenir sur les marchés de gros. Donc nous, on dit quoi? On dit qu'il faut étendre cette possibilité au marché de détail. Parce que les abus ne sont pas que dans les marchés de gros, ils sont aussi dans les marchés de détail. Et aussi, deuxième chose, il ne faut pas que ce soit l'autorité de la concurrence qui donne son avis. Pourquoi? L'autorité de la concurrence, elle est à Paris. Donc déjà, on a besoin d'opérateurs qui connaissent le territoire, qui soient plus proches. Pourquoi pas le fameux opérateur, l'observateur des marges? Et surtout, il faut décorréler la question des prix de la question de la concurrence. Aujourd'hui, c'est le droit de la concurrence qui s'applique. C'est-à-dire qu'il y a un problème si les prix faussent le jeu de la concurrence. Or, ce n'est pas le seul problème. On ne peut pas être que sur la question de la concurrence. Donc ça, c'est une deuxième chose. Nous, au niveau de la CTG, parce que tu vas me dire, tu es élu, tu es troisième vice-président de la CTG, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est la question que tout le monde se pose, là. Voilà, tu vas dire ça. Donc nous, on a deux leviers d'action. On a un premier levier d'action, c'est sur le prix de l'essence. Alors, le prix de l'essence, nous faisons plusieurs propositions. La première proposition, c'est que on dit, il faut bien se rendre compte de ce que c'est que le prix de l'essence. Le prix de l'essence, nous, on récupère 37% du prix de l'essence, il vient dans les caisses de la CTG et des communes. Donc, par exemple, pour que les gens comprennent bien, pour 1 centime de taxe, la CTG, ça fait 1 million d'euros à peu près par an et 200 000 euros à peu près pour les communes. Donc, nous, on dit quoi? On dit, malgré le fait que ça représente un gros de notre capacité d'investissement, on est prêt à faire un effort et on est prêt à faire en sorte que les prix soient plafonnés pendant que on revoit le décret, parce qu'il y avait encore un décret l'URL aussi, mais de 2014 cette fois, de décembre. Alors, juste avant de poursuivre sur le découpage justement du prix. Oui. Continuons. Alors, 37% pour la CTG, après. Ça. Tu as 2 ou 3% pour l'État, et après, c'est la SARA. En fait, tu as 1 centime pour en gros, c'est 1 ou 2 centimes pour les pompistes, et après, le reste, c'est la SARA. La SARA qui doit payer le pétrole brut, le transport, le raffinage, et après, elle a sa marge. Et en fait, sa marge, en gros, je ne sais pas si ça va parler aux gens, mais la SARA a une marge garantie de 9% de son investissement en capital propre chaque année. C'est-à-dire que chaque année, il doit avoir au moins récupéré 9% de son capital propre. Donc ça, c'est le prix. Donc, une grosse partie du prix, donc 37% pour l'essence, vient dans les caisses de la CTG et des collectivités. En gros, nous, ça nous permet de récolter à peu près 70 millions d'euros chaque année. Et pour que les gens comprennent bien, la CTG investit 180 millions d'euros chaque année. Donc sur les 180 millions d'euros qu'on arrive à investir, il y en a 70 millions d'euros qu'on récupère grâce aux taxes pour l'essence. Mais malgré ça, on dit quoi? Le président de la CTG, il a dit quoi? Il a dit oui, ça va être très compliqué à faire sans, mais nous, on est prêt à faire un effort. Mais il ne faut pas que ce soit un effort que de la CTG. Il faut que les pétroliers fassent des efforts, il faut que l'État fasse des efforts. Parce que si jamais c'est la CTG qui fait un effort tout seul, ça veut dire que l'argent que je vais te donner dans une main, je vais le reprendre dans l'autre. Parce que les investissements, il va falloir les faire, les écoles, il va falloir les construire, les routes, il va falloir les construire. Donc si je vous rends de l'argent dans la main droite, eh ben, il faut déjà que je réfléchisse à comment je vais vous le prendre dans la main gauche. Donc on ne peut pas fonctionner comme ça, donc il faut qu'il y ait compensation, donc il faut que l'État mette la main à la poche, donc il faut que les pétroliers mettent la main à la poche. Total a fait 42 milliards d'euros de bénéfices cette année. 42 milliards d'euros de bénéfices cette année. Je vous ai dit que la CTG investit 180 millions d'euros, pour surtout de la Guyane. Donc nous, on dit que ce n'est pas possible qu'une société fasse, je dis Total, mais il y a aussi Rugby, donc c'est Vito, et il y a aussi Sol, donc ce n'est pas les seuls. Mais je dis parce que c'est la plus grosse entreprise française. Donc ils ne peuvent pas faire des milliards de dollars de bénéfices
et leurs actionnaires qui sont à Hong Kong, à Singapour, à Paris, à Tokyo, gagnent très bien leur vie. Et puis c'est le peuple guyanais qui, lui, doit renoncer à ses investissements parce que la CTG fait un effort tout seul. Donc nous, on dit, OK, on fait un effort, on plafonne le prix de façon temporaire. Pendant qu'on plafonne le prix, ça permet à l'État de revoir le fameux décret Lurel de 2014 qui fixe les prix pour qu'on fasse une nouvelle formule de prix qui permette, de mieux rémunérer les investisseurs locaux et de baisser les prix. Et en attendant, on plafonne en attendant le temps que ça permet de travailler parce que ça va prendre au moins 6 mois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une taxe d'importation et c'est nous qui fixons les taux. C'est pas la CTG qui récupère l'argent, c'est les communes qui touchent l'argent, mais c'est nous qui fixons les taux. Donc, il y a deux choses. La première chose, c'est que là, je te dis que jeudi, c'était jour d'assemblée plénière à la CTG, on a prolongé un certain nombre d'exonérations. C'est le cas sur les masques, c'est le cas sur les gels, mais c'est le cas sur tout un tas de produits qui ont trait au sanitaire et à la santé. Mais le président Serville a mandaté un énorme travail, une énorme réflexion sur comment on va revoir les différents taux, et notamment l'idée, c'est aujourd'hui tu as 14 taux intermédiaires d'octroi de mer, et nous on souhaite passer à 7, et donc il y aurait certains produits dont l'octroi de mer baisserait, ce qui permettrait de rendre du pouvoir d'achat aux Guyanais. Le problème, c'est que ça demande énormément de réflexion et de travail parce que l'octroi de mer, c'est la première source de rentrée d'argent pour les communes guyanaises. 40% de l'argent des ressources propres des communes guyanaises viennent de l'octroi de mer et que donc forcément, il faut qu'on travaille à comment on va compenser pour les communes pour ne pas que derrière, une fois de plus, en bout de chaîne, ce soit le Guyanais qui paye parce que les communes ne sont pas en capacité de faire tourner les écoles et de faire de rendre tous les services qu'on attend des communes. Donc ça, c'est ce que nous, on fait au niveau de la CTG. Alors, question. Il y a plusieurs questions sur l'octroi de mer. Pourquoi on paye l'octroi de mer sur des services ou produits? Donc ça, c'est question de pitchounette. Du territoire, sachant qu'à la base, l'octroi de mer était pour des produits importés. Donc l'octroi de mer pour l'eau et l'électricité, par exemple, constitue au moins la moitié de nos factures. Est-ce normal? Alors, à la base, la personne a raison, l'octroi de mer, c'est une taxe d'importation. Donc on peut se dire comment c'est ce qui est une taxe d'importation. Et c'était une taxe d'importation que l'eau et qui permettait deux choses. L'idée, c'était de dire qu'on protège les productions locales en taxant ce qui vient de l'extérieur. Et en même temps, on permet d'avoir aux communes d'avoir des ressources propres. Parce que c'est vrai que comme nous avons une des activités économiques qui sont assez faibles, et on a peu de personnes qui sont assujetties à la taxe foncière et la taxe d'habitation, donc ça permet aux communes de rentrer de l'argent dans les caisses. Aujourd'hui, tu as raison, la personne a absolument raison, c'est qu'on paye l'octroi de mer également, en tout cas la partie régionale, au minimum, sur les produits locaux. Donc on peut se dire que c'est problématique. Oui, parce que ça va à l'encontre même du principe même d'octroi de mer qui était de... Voilà, qui finalement est devenu une taxe générale sur l'ensemble des produits qui sont sur le marché. Donc oui, c'est une question qui se pose, mais la question qu'il y a derrière, c'est comment est-ce qu'on fait pour financer nos collectivités? Moi, je suis délégué à l'Europe, tu l'as dit. L'Europe investit à peu près 150 millions d'euros chaque année en Guyane. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun projet en Guyane qui se fait sans subvention, que ce soit de l'Europe ou de l'État ou de la CTG. Pratiquement aucun projet ne se fait sans argent public. Et il faut le financer, cet argent public. Il faut le trouver. Malheureusement, on n'a pas la formule de l'argent magique. Et on n'a pas ni de machine à imprimer des billets, et encore moins la formule de trouver l'argent sur les arbres. Donc, il faut financer. Et donc, la question qu'il y a derrière, c'est de se dire comment on finance nos collectivités. Moi, je n'ai pas la réponse. La réponse qui avait été trouvée à l'époque où l'octroi de mer a été mis, c'était la réponse de dire bon, ben, on va taxer l'ensemble des produits et on va permettre aux collectivités de les récupérer. À l'époque, la CTG, enfin, c'était le conseil régional, il récupérait, mais maintenant, il n'y a plus le conseil régional, il n'y a plus cette CTG, c'est uniquement les communes. Donc, il faut vraiment qu'on ait un vrai débat sur comment on finance nos collectivités. Parce que les écoles, il faut les construire.
l'INSEE dit qu'on augmente de 3% la population chaque année. Oui, bah déjà bien calculer le nombre d'habitants, ce serait peut-être un premier départ. Oui, ce qui nous permet de récupérer plus d'argent public. Bien sûr. Mais l'argent public, on le trouve où? C'est pas par les taxes qu'on le récupère? Donc, du coup, la seule solution, c'est de taxer partout que... C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il faut qu'il y ait une fiscalité, en fait, qui soit à la hauteur, à la mesure, en fait, de la situation. Je veux dire, il n'y a qu'une partie, tout le monde d'ailleurs, tous les habitants ne sont pas en capacité de consommer, de surconsommer. Mais tu sais, donc ça pèse, en fait, sur une partie de la population. Entre les impôts, les taxes, etc. Enfin, on s'en sort pas, quoi. Enfin... Mais je vais te dire un truc, il y a des économistes et des partis politiques qui prônent ce qu'on appelle la TVA sociale. Je sais pas si ça te parle. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, c'est mon cas, que la TVA, c'est la taxe la plus injuste, parce que tu sois pauvre, que tu sois riche, tu payes le même taux. Et que, généralement, quand tu n'as pas de moyens, tu consommes tout ton salaire, tous tes revenus, et donc tu es taxé à hauteur de 20% sur l'entièreté de tes revenus. Donc c'est extrêmement injuste, parce que les personnes qui ont les plus bas revenus sont le plus taxées par rapport aux personnes qui ont des hauts revenus. Donc ils disent qu'une solution face à cette injustice, ça serait de mettre ce qu'on appelle la TVA sociale. Oui. C'est-à-dire que chacun, en fonction de tes revenus, comme l'impôt sur le revenu, tu aurais des tranches en fonction de ton revenu. Moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas réfléchir à cette solution? Mais ça, c'est pas un débat qui peut avoir lieu en Guyane. C'est un débat qui peut avoir lieu au national. Aujourd'hui, la solution qui est proposée par les anti-octroi de mer au niveau national, c'est de dire, on va enlever l'octroi de mer et on va mettre la TVA. Parce que mettre la TVA, ça permettrait de baisser de 6 à 10% en moyenne les prix en Guyane. Et donc, c'est une proposition qui peut paraître comme ça alléchante. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que la TVA, ça va dans les caisses de l'État. L'octroi de mer va dans les caisses des communes. Et les taux de TVA sont fixés par l'État. Les taux d'octroi de mer sont fixés par la CTG, qui, normalement, fixe des taux qui favorisent la production locale. Donc, la solution qui est proposée aujourd'hui, elle n'est pas, pour moi, la bonne solution. Il faut qu'on travaille à un système qui soit un système hybride. C'est-à-dire un système qui nous permette d'avoir les avantages des deux, c'est-à-dire une TVA régionale, par exemple. Mais l'État ne veut pas en entendre parler. D'accord. Le système, je ne vais pas dire le système parfait. Alors, le système parfait, ça serait une TVA régionale et sociale. Rêvons. Ça serait super. Une TVA en fonction, avec des taux en fonction des revenus, et dont le taux est fixé au niveau régional, et qui revient dans les caisses des communes comme aujourd'hui. Ça serait pour moi, Thibault Le Chat-Vega, si tu me demandes mon avis, ce serait le meilleur système. Mais c'est pas ce qui est sur la table aujourd'hui. En tout cas, c'est pas ce que le gouvernement nous propose. Le gouvernement nous propose de passer sur une TVA nationale. Gabriel Serville, c'était aussi le cas de M. Jean-Paul Ferreira pendant la campagne. On fait de cette question fiscale un point central. Donc ils ont dit, il faut qu'on revoie comment est faite la fiscalité. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un sujet qui doit être inclus dans la question de l'évolution statutaire. C'est-à-dire que si on veut changer de statut, obligatoirement, il faut voir qu'est-ce qu'on met dans ce statut-là. Et dans ce statut-là, il faut mettre la question fiscale. Parce que le statu quo n'est pas possible et on le voit que ça engendre énormément de frustration. Alors, donc le coût de la vie en Guyane est de 21% plus élevé qu'en France. C'est ça. Alors c'est une moyenne qui n'est pas très parlante parce que, en fait, ça dépend des postes. Par exemple, sur l'alimentation, c'est 40%. C'est-à-dire que, en fait, le quotidien, là où on se rend le plus compte, c'est quand on va faire ses courses. Je vais au supermarché et là, je me rends compte que là, les prix sont beaucoup plus élevés et l'INSEE nous dit qu'en Guyane, c'est 40% de plus que dans l'Hexagone. La 21% c'est une moyenne, sur les prix du logement c'est un peu plus bas, il me semble que les vêtements c'est plus bas, mais le point focal... Ouais, tout dépend aussi des régions pour le prix du logement. Oui, absolument, mais la moyenne. Mais c'est vrai que sur ce que voit au jour le jour le consommateur, qui est l'essence et les vêtements, c'est beaucoup plus cher et ça ne peut pas continuer comme ça, surtout sur un territoire où, c'est ce que je disais tout à l'heure, une personne sur deux vit avec moins de 1 000 € par mois. On ne peut pas se satisfaire de cette situation-là. En tout cas, moi, je sais qu'au niveau de la CTG, on ne s'en satisfait pas. Et on est en train d'essayer de voir comment on peut agir et comment on peut
D'autant que, enfin, notamment sur cette question, on parlait de quelques exemples. Alors, sans compter la bouteille de gaz, on paye beaucoup, hein, consommateurs. On paye beaucoup et on voit pas forcément le retour, quoi, en termes d'infrastructure. Enfin, il y a des manquements criants. Si en plus on payait et on voyait, ne serait-ce que la qualité des routes. Enfin, je veux dire, un minimum, quoi. Même ça, on n'a pas de retour, quoi, sur investissement, j'ai envie de vous dire. Donc ça Alors, aussi, ça interpelle. Je peux pas te laisser dire qu'il n'y a pas de retour sur investissement, mais je peux te laisser dire que on est toujours dans une logique de rattrapage. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un tel déficit d'infrastructures qu'on est en train de toujours d'essayer de rattraper ce déficit, alors que notre population augmente et que donc tu vois, c'est une course. Finalement, en fait, c'est une course où la personne devant toi court plus vite que toi. Tu es dans une course de relais, sauf que le mec qui a le relais devant toi court plus vite et donc la distance, au lieu de se rapetisser, elle se rallonge. On investit, je te dis, la CTG investit 178 millions d'euros et l'Europe 150 millions d'euros. Donc ça fait grosso modo 300 et quelques millions d'euros chaque année d'investissement. C'est beaucoup d'argent. Donc là, on vient de, par exemple, pas lors de la dernière RAP, mais celle d'avant, on a amendé le plan de convergence. On a mis de nouveaux investissements, notamment on va refaire la route départementale 7, la route départementale 11, qui sont dans l'ouest. On refait la route de Saint-Jean. On refait, bon, actuellement, la CTG est en train de refaire la route départementale 2, qui est la route d'Attila-Cabassou. On va faire aussi des travaux sur la route des plages dans 2-3 ans, là, ça arrive. Donc on voit qu'on est en train de refaire la Matourienne. Ce sont des tranches. Ouais. Donc il y a des investissements qui sont, il y a des investissements qui sont faits. Oui. Il y a des investissements qui sont faits. Mais alors là où je suis d'accord avec toi, c'est que clairement, ces investissements, ben, c'est pas suffisant pour rattraper non seulement le retard structurel, mais en plus aller vers l'absorption de toute cette nouvelle population qu'il y a. De toute façon, moi je vais te dire un truc, je suis pare-choc contre pare-choc tous les matins pour aller travailler, donc c'est pas moi qui vais te dire que la situation elle est géniale et que y a pas des problèmes, bien au contraire, il y a des fois ça rend fou. T'es là, tu te dis mais c'est pas possible, bah, tu l'as dit toi-même, tu te dis attends, avec le prix que je paye l'essence, avec le prix, surtout que nous ne sommes pas énormément à payer des impôts en Guyane. Donc quand tu payes des impôts, tu te dis mais attends, mais tout ça d'impôts que je paye parce que tu as une pression fiscale qui est tellement forte, c'est pas normal que je vis dans ce truc-là. Et tu as raison de le dire, hein, c'est pas normal que tu vis, surtout quand tu vas un peu voir dans l'Hexagone et voir comment ça se passe dans d'autres régions de France, et que tu te dis mais attends, mais comment les gars ont des routes comme ça, comment les gars ont des bus, des tramways, des machins, des trains, des ceci, des cela. Moi je suis là dans ma souffrance en Guyane, c'est pas normal. Tu as absolument raison. Le problème c'est que comment on fait d'un côté, on essaie de baisser la fiscalité pour donner du pouvoir d'achat, et de l'autre côté, on fait les investissements qui sont nécessaires pour rattraper ce retard structurel. Et ben ça, c'est tout le casse-tête qui se pose à nous, mais de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ce sujet-là est inversé dans la conséquence. Si on doit remonter il y a, on va dire, 40-50 ans en arrière, clairement, il y avait quand même des petites industries, il y avait même une banque. Enfin, je veux dire, on était, certes, l'histoire de la colonie administrative, parce que dans les faits, nous sommes toujours en situation de colonie, clairement. Nos richesses sont pillées. Pour le coup, on n'a pas de retour, ne serait-ce que sur ça. Par rapport à la question de l'or, par exemple. Il y a toutes sortes d'interventions militaires et rien. Hein. Donc, viva les Garimperos. Au final, voilà. Même ça, je veux dire, il y aurait pu avoir un retour. On cherche, en fait, de l'argent pour les collectivités puissent investir. Mais en fait, il y a. À un moment donné, il faut se poser les vraies questions et les bonnes questions. La population, le CNES. Le CNES, on parlait des richesses naturelles. Donc, mais clairement, il y a des autorisations de recherche de minerais là actuellement. Enfin, je veux dire, mis à part être, désolé, ça vous choque, prostituée, à quoi on sert la Guyane? Alors, il y a énormément de questions dans ton intervention. Alors, sur l'or, que les gens comprennent, ça rapporte 200 000 euros à la CTG chaque année. Seulement. 200 000 euros. Seulement. Que les gens comprennent. Hein. Non, mais seulement. 200 000 euros dans les caisses de la CTG chaque année de l'exploitation minière légale.
on estime entre 300 et 400 millions d'euros la valeur de l'or qui est extraite illégalement en Guyane chaque année. Et je vous ai dit que nous, on a investi 178 millions d'euros en fonds propres et 150 millions d'euros sur les fonds européens chaque année. Pour que les gens aient une idée du scandale que c'est. Moi, j'ai bossé avec Gabriel Serville et on a réussi à avoir une commission d'enquête parlementaire. On a mis plus de 5 ans de travail. C'était vraiment difficile à l'avoir. On l'a eu et il a juste fini quand il a été élu à la CTG. On a rendu le rapport, on a présenté le rapport. Il venait d'être élu, c'était la première semaine de juillet, donc c'était juste dans la foulée de son élection au poste de président de la CTG. Donc ce rapport, il existe, il y a 40 préconisations, il faut le faire vivre. Et ça, c'est le boulot des députés, actuellement de l'ENAIC Adam, et des prochains, des députés qui défendront la Guyane. Pour moi, ça devrait être une priorité, c'est de faire en sorte que ce rapport et surtout ces préconisations ne soient pas lettres mortes, mais qu'ils vivent, que certaines préconisations rentrent dans la loi pour qu'on puisse renforcer. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une logique, tu parlais des interventions militaires, on n'est pas dans une logique d'éradication, on est dans une logique de contenir le phénomène. C'est-à-dire qu'on voit que le phénomène n'empire pas, mais il ne décroît pas. Et moi, je dis quoi? Je dis, attendez, si on a envoyé 1500 gendarmes, 2000 gendarmes déloger des fumeurs d'herbe à Notre-Dame-des-Landes, tu te rappelles? Les gars squattaient le terrain pour faire l'aéroport. Ils avaient fait des tentes. Ils étaient qu'à fumer cali toute la journée, planter ici et salade, tomate. Ils envoyaient 1500 gendarmes qui sont militaires et en 15 minutes, le truc était nettoyé. Alors que les gars étaient là en train de rêver à un monde meilleur. Je me dis qu'on peut pas envoyer 300 gars pour 15 000 garimperos dans une Guyane grande comme le Portugal et on est satisfait. Non, mais parce que ce qui est collecté apporte pas la Guyane, mais à la France. Alors, je vais te dire un truc sur ce qui est collecté. C'est pas tout à fait vrai ce que tu dis. Avant, c'est pas tout à fait faux non plus. Ce qui se passait, c'est que l'or était saisi, mais on saisit pas grand-chose, hein. On saisit quelques kilos chaque année. On enlève 10 tonnes et on saisit quelques kilos. Avant, l'argent repartait à Paris. Maintenant, l'argent ne repart pas à Paris, il est utilisé dans le financement des opérations Harpie. Et ça, c'est... On peut ne pas s'en satisfaire, mais en tout cas, c'est déjà mieux que le fait que ça repart. Et ça, c'est grâce à Gabriel Serville, le député. C'est lui qui avait obtenu cette mesure-là. Mais lui avait demandé à ce que l'argent soit injecté dans les communes de l'intérieur. Bon, on a réussi à pouvoir couper en deux. L'argent ne repart plus à Paris. Il est utilisé dans les opérations Harpie. Au moins, on peut se dire qu'il est utilisé pour le territoire. Alors, je vois aussi que, Festival de Deauville et de Cannes, 30% de l'or de Guyane sert à la confection de bijoux que portent les stars. Comme quoi, ça ne sert pas uniquement aux opérations Harpie. On le vend. Voilà. Là, l'or, c'est l'or légal. Bien sûr, oui. Donc, combien reviennent à la Guyane? Oui, mais attends 2 secondes. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger. L'or que tu mets dans les bijoux des stars de Cannes, tu l'aurais vendu à qui ici? Aux stars d'ici? D'accord. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que le plus important, c'est qu'on éradique l'orpaillage illégal. Non, mais c'est vrai. L'or qui est sur les colliers des stars à Cannes, c'est de l'or qu'on a vendu. Le problème, c'est que qui le vend? Qui récupère l'argent de la vente de l'or? C'est pas toi et moi, hein? C'est pas la collectivité. Je te dis qu'on récupère 200 000 euros. Mais c'est ça le problème. Ben voilà, donc il y avait une proposition qui avait été faite. Elle avait été faite par Madame Christiane Taubira de faire une compagnie régionale des mines. De dire, la CTG, l'État et des miniers privés, on va faire une compagnie régionale des mines. Et on va faire que la collectivité soit acteur de l'exploitation minière pour que quand on va vendre des bijoux aux stars de Cannes, et bien que ça va rentrer de l'argent pour les Guyanais. Oui. Et bien M. Macron est arrivé, il a dit votre histoire de compagnie régionale des mines, sorti que ça t'a fait couillonnade, c'est fini, nous qui mettons la montagne d'or. Et puis la montagne d'or est partie en sucette, on a vu ce que ça a donné, il n'y a pas de montagne d'or. Mais à la base, il y avait un projet de compagnie régionale des mines. Il y avait ce projet-là de dire, écoutez, le Guyanais va devenir acteur de son développement. On va essayer de... et c'est pour ça que je vais vous dire un truc. J'entends souvent dire que, Gabriel Serville, l'équipe qui l'accompagne, ils sont anti-mine. Moi, on me dit tout à l'heure, mais toi, t'es anti-mine. Mais j'ai jamais dit à personne que j'étais anti-mine. Hein. Je le dis tout de suite. Monsieur et madame, je ne suis pas anti-mine. Par contre, je suis anti quoi? Je suis anti qu'on nous vole nos richesses. De la même façon que le garimperos qui vient voler l'or et qui le vend et qui reprend de l'argent, de la même façon que la société canadienne ou russe qui vient prendre l'or, qui nous empoisonne et qui repart avec l'or et va les vendre à son compte à les stars de Cannes, ça me pose aussi un problème.
Moi, je veux que si on exploite les ressources de ce territoire, on essaye de ne pas nous empoisonner au passage et qu'au moins, les gens puissent récupérer de l'argent derrière. Et quand je dis les gens, c'est la population guyanaise. Et si on arrive à faire ça, eh ben, on peut baisser l'octroi de mer, on peut baisser les taxes sur l'essence. Parce qu'au moins, lorsqu'on exploite nos ressources, ça nous permet de faire rentrer de l'argent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 200 000 euros, on récupère. Il faut être sérieux à un moment donné. Donc, justement, d'où une vraie volonté politique là, d'influencer, de changer un peu la donne. Bon, moi, j'ai envie de parler là du CNES. Non, Okay. clairement. On en parle? On en parle. On parle de tout ce que tu veux. Il se passe quoi là pour le CNES? Enfin, attendez, ce sont des milliards d'euros qui nous échappent. Voilà, des milliards d'euros, je ne sais pas. Mais... Non, mais oui, parce que c'est à pas millions. Non, les marchés là qui sont signés, le nombre de tirs qu'il y a, moi je parle annuellement, Oui. ne sont pas des millions là. Donc, délégué à l'Europe, CNES, honnêtement, là aussi c'est une manne financière. On ne peut pas dire que la seule source en fait pour renflouer les caisses, les malheureuses caisses des collectivités, soit l'octroi de mer, et puis c'est comme ça, on ne peut rien faire. Enfin, il y a de l'argent, il faut chercher là, il faut le prendre. Alors, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Le CNES, enfin l'activité spatiale en Guyane, ça représente un emploi salarié privé sur 3. Donc ça, c'est une réalité. Il faut qu'on puisse regarder, tu sais, il faut pouvoir se regarder en face, regarder ses défauts et ses qualités. Tout à l'heure, je te parlais de mon coup. Il faut regarder ses défauts et ses qualités. Le CNES, c'est l'activité spatiale en Guyane, c'est un emploi sur 3. Donc c'est un secteur qui est vital pour notre économie. Vital. C'est-à-dire que si demain le CNES s'en va, mais là alors c'est l'hécatombe. Malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux. Ouais. Donc il faut faire en sorte que ce centre spatial vive, mais qu'il s'insère mieux dans son environnement régional et qu'il rapporte, c'est comme l'histoire de l'or. Il faut qu'il rapporte plus aux gens qui vivent sur le territoire et donc à la Guyane. Il y a des efforts qui sont faits, il faut augmenter les efforts. Alors, l'octroi de mer, c'est une piste. Aujourd'hui, les lancements sont exonérés d'octroi de mer. Pourquoi? Parce que c'est considéré, je vais essayer de le dire sans rigoler, c'est considéré comme une réexportation. Parce qu'en fait, on importe les satellites, mais on réexporte les satellites vers l'espace. J'avais dit sans rigoler. Donc, on importe le satellite. Désolé, j'ai failli m'étouffer. On importe le satellite, mais on le réexporte puisqu'on l'envoie dans l'export pour le compte de pays. Donc, c'est une réexportation. Donc, les satellites sont exonérés d'octroi de mer. Il faut qu'on avance sur cette question d'exonération d'octroi de mer. Par contre, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'aujourd'hui, les activités du centre spatial ne sont pas bénéficiaires. Elles sont déficitaires. Elles sont soutenues par de l'argent public. L'État français finance le programme spatial européen. La Cour des comptes nous le dit, ça, on ne rapporte pas d'argent. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrive à trouver... La Cour des comptes dit que ça ne rapporte pas d'argent. Donc, à quoi ça sert en fait tout ça? Ça ne rapporte pas d'argent. Ben, en fait, si tu veux, dans la vie, il n'y a pas que l'argent qui compte. Ça permet d'avoir nos téléphones qui fonctionnent. Ça permet... En Guyane? En Guyane, on espère. Ça permet de faire fonctionner des téléphones. Voilà. Ça permet d'avoir une indépendance spatiale. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai problème du fait que la France supporte une grosse partie du coût des programmes spatiaux européens et peu les bénéfices. Et d'ailleurs, l'activité n'est pas bénéficiaire. Et aujourd'hui, avec la concurrence de SpaceX notamment et des petits lanceurs, Ariane a perdu énormément de parts de marché. Donc, il faut qu'on arrive, tout ça pour te dire, il faut qu'on arrive à, d'un côté, sécuriser l'activité spatiale en Guyane, parce que, je vais te le dire, il y a des gens aujourd'hui en Europe qui disent qu'il faut fermer le CSG. L'Allemagne est pas très chaude pour continuer à avoir le CSG, par exemple. Mais pas que l'Allemagne, l'Espagne aussi. L'Espagne veut faire son propre centre de lancement aux Canaries. Donc, il faut qu'on arrive à sécuriser la place du CSG en Guyane, mais d'un autre côté, de leur dire, et par contre, c'est pas gratuit, hein. Donc, participer plus au développement du territoire. Bon. Et l'octroi de mer, pour moi, l'octroi de mer, qui est tant décrié, pour moi, est une piste. Une piste effectivement à revoir dans son mode de calcul. Oui. Terran Sinder,
dit arnaque d'État. Livia Fernand, c'est tout bénef pour les pays étrangers de faire partir des satellites. Voilà. Non, ce qui est sûr, c'est que tu l'as dit, on ne peut pas continuer à avoir ce service. Moi, tu sais, j'habite à Attila Cavasso. Donc, à part dans Bois-Mougarete, à part commune, à le centre de la CACL. C'est même pas la Cadier que je ne sais pas chez moi. Mon pas un réseau. Mon on l'a appelé Mogadimo. Non, mais Thibaut, c'est pas possible, tu ne réponds jamais. Thibaut, non, les gens se vexent, hein. Ils me disent, tu ne réponds jamais. Mais mon pas un réseau. Pour pouvoir être chez moi, si je ne suis pas sur le Wi-Fi, je n'ai pas de réseau chez moi. Et j'habite au centre de la collectivité, de la CACL. Donc, effectivement, c'est pas normal qu'on envoie des satellites et qu'on ait toujours un service qui est aussi catastrophique en Guyane. Alors, c'est vrai qu'il y a un gros effort qui est fait, notamment pour apporter du réseau dans les communes de l'intérieur. On a vu qu'aujourd'hui, on est en train de déployer le numérique dans l'intérieur. Il y a des gros investissements qui sont faits aujourd'hui sur Maripasoula. Il y a des gros investissements qui sont faits pour apporter le haut débit, notamment à Camopi. Mais on voit que même au centre de l'île de Cayenne, on n'a pas de réseau et ça, c'est tout simplement inacceptable. Alors, donc, le domaine privé de l'État n'est pas assujetti aux taxes foncières. C'est ça. Sur le foncier non bâti. Ouais, bon, ça c'est aussi choquant. Je sais que la collectivité territoriale a quand même un parc immobilier relativement conséquent, qui est notamment mis à disposition à l'État. Ils payent quelque chose pour ça? Alors, il y a plusieurs questions aussi. 98% du foncier appartient à l'État en Guyane. Donc ça, c'est un problème. Il y a un engagement de 2017 de transférer 250 000 hectares aux collectivités et 400 000 hectares aux peuples autochtones. S'il y avait un blocage, aujourd'hui, on est en train d'arriver sur plusieurs solutions. On a créé, nous, on a adopté, nous, une délibération à la CTG pour créer un établissement de coopération culturelle qui va nous permettre d'avoir l'appareil juridique pour transférer le foncier aux populations autochtones. Et sur la question du transfert du foncier aux collectivités, on a avancé aussi parce que dans la loi interdisait le transfert de foncier de l'État au-dessus d'un certain plafond. Donc là, avec le député Lénaïque Adam et avec Gabriel Serville, on a permis, c'est tout nouveau, hein, ça date d'il y a 2 semaines, sur le projet de loi 3DS, qui n'est pas encore rentré en vigueur. On fait sauter ce verrou, donc ça veut dire que dans les mois qui vont venir, on va permettre de transférer ce foncier. Alors, tu connais l'État, il est toujours gagné une carte. Mais quand tu penses que tu as gagné la partie, il n'y a qu'à faire une contre uno. Donc, ils nous disent quoi? Ils nous disent que, OK, pour transférer le foncier, mais il faut que vous ayez des projets. On ne va pas vous transférer les 250 000 hectares, on va transférer le foncier en fonction des projets qui vont émerger. Nous, on leur dit, c'est pas ça qu'il y avait dans le contrat. Oui. Voilà. En 2017, il n'y avait pas histoire de projet. Il y a eu un avenant que vous avez signé? Non, absolument pas. D'accord. Non, pas du tout. On n'a pas signé d'avenant. Les termes du contrat ont changé, donc généralement. Mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Non, pas bien pièce avenant. Voilà. Contrat a dit avril 2017 et qui est écrit noir sur blanc en bon français de France, transfert de 250 000 hectares aux collectivités. Mais en tout cas, on avance. On peut dire aux Guyanais qu'on avance sur ce sujet-là, avec la collectivité et avec les grands élus que sont les sénateurs et les députés, puisqu'on fait sauter ce verrou-là. Donc ça va nous permettre au moins, alors que là, l'État nous disait, mais c'est pas possible parce que la loi ne permet pas de transférer tout ça de foncier en même temps, donc on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, quand la loi va rentrer en vigueur, on l'espère dans les semaines qui arrivent, ça a été adopté en 2e lecture par l'Assemblée nationale la semaine dernière. La semaine dernière, le truc a été adopté. Donc normalement, ça devrait être ratifié dans les semaines qui viennent, et ça devrait rentrer en vigueur en janvier ou février. Donc on avance sur ce sujet-là pour pouvoir récupérer le foncier. Alors la deuxième question, c'est sur la taxe sur le foncier non bâti. Et ben, ça, c'est un grand combat. Hein. Moi, Thibault Le Chavega a rédigé plusieurs amendements portés par Gabriel Serville. Le sénateur Patient aussi, c'est un grand combat à lui sur cette question de la taxe sur le foncier non bâti. On a avancé, sauf que l'ENF ne paye toujours pas. Il y a un amendement de Gabriel Serville qui a été adopté sur la loi égalité réelle en 2017. Février 2017, dernière loi du mandat de François Hollande. On a fait adopter un amendement de Gabriel Serville
rédigé par Thibault Le Chavega, qui dit que l'ONF doit payer la taxe sur le foncier non bâti sur le domaine public qu'elle gère pour le compte de l'État. Sauf que l'ONF nous dit, moi je siège au Conseil national des forêts outre-mer. Donc je suis bien placé pour aller dans le conseil et leur dire, au fait, vous êtes censé payer depuis 2018, ça devait rentrer en vigueur pour 2018, on n'a toujours pas vu les sous. Mais nous, qu'est-ce que l'ONF nous dit? L'ONF nous dit, nous on veut bien payer, mais on n'a pas l'argent. Donc il faut que l'État nous donne l'argent pour payer la taxe. Et donc, l'État dit quoi? Que l'ONF, c'est pas l'État? Non, c'est une agence des publique, mais elle a un budget. Oui, bon. L'État lui donne un budget. Oui, bon. Et donc, elle te dit que son budget n'a pas été fait avec le paiement de la Elle a taxe. des dotations d'État. Oui, mais Donc, en fait, la dotation d'État, ça fonctionne comme pour nous, les collectivités. Oui. On te les donne parce que tu as tant de choses à faire et pas un centime de plus. Et donc, du coup, vu que tu n'as pas un centime de plus, c'est difficile pour eux de payer. Mais vu qu'ils ont ça à faire, c'est-à-dire payer, donc Mais du théoriquement. coup, derrière, ils ne paieraient pas les salaires, les machins, les trucs. tu Non, vois. en plus, bien sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que derrière, il y avait un engagement. Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, avait dit. Non, je dis des bêtises. Ministre des Comptes publics. Quand il était ministre des Comptes publics, il a dit que ils allaient payer pour 2019. Donc 2019 arrivé, l'argent pas encore tombé. 2020 arrivé, l'argent pas encore tombé. 2021 arrivé, l'argent pas encore tombé. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Mais en tout cas, techniquement, dans la loi te dit, comme je te dis, c'est un amendement de Gabriel Serville, loi égalité réelle de 2017, que l'ONF est assujettie désormais à la taxe sur le foncier non bâti sur les domaines qu'elle gère pour le compte de l'État. Donc légalement, on devrait percevoir cette taxe. Donc là, c'est sous le coup de la loi. Donc lorsque la loi n'est pas respectée, il se passe quoi? Comment on fait pour faire respecter la loi? Nous, on a la possibilité d'aller devant le Conseil d'État. Alors, on attend quoi pour passer devant le Conseil d'État? Il y a deux choses. On a récupéré 30 millions d'euros au mois d'octobre, et là, on récupère 40 millions d'euros en janvier. Donc 70 millions d'euros pour la collectivité. Donc lorsque tu es dans une négociation avec quelqu'un, tu vas pas lui dire, bon, au fait, je t'attaque, mais s'il te plaît, signe mon chèque. Bon, vu comme ça, on n'est pas sûr, on n'est pas prêt d'avoir Non. l'argent dans les caisses. Donc, fais-nous signer t-shirt, et puis là où nous qui signé t-shirt, nous quand rentrer. On va aller au tribunal. Non, je rigole. Je rigole pas, je suis très sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est que on est dans des négociations avec l'État. Parce que il y a un certain nombre d'investissements à faire, donc il faut les faire. Et donc là, on signe des conventions avec l'État. Donc je t'ai dit 30 millions d'euros en octobre. Là, on a voté le principe du nouvel accord qu'on espère signer en janvier de 40 millions supplémentaires. Donc on est dans des négociations avec l'État. Mais c'est sûr que si jamais l'État persiste à ne pas vouloir payer, eh ben on devra aller avec l'État. Alors, justement, j'ai mon collègue qui m'interpelle, qui demande la taxe représente combien d'argent? Alors, bonne question. Annuellement ou en termes de rattrapage depuis 2018? Alors, bonne question dont la réponse va te paraître intéressante. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que l'État nous disait? Pourquoi il nous dit qu'il ne paye pas? C'est qu'ils nous disent que, en fait, il n'y a pas d'évaluation cadastrale, donc ils ne savent pas combien ça fait la taxe. Ouais. C'est la raison qui est avancée, c'est de dire il faut d'abord faire une évaluation cadastrale. Il faut cadastrer l'ensemble du territoire. Pardon, il y a un petit problème technique. Et nous, on avait dit, on avait prévu le coup, parce qu'en 2017, quand on a fait voter l'amendement sur l'obligation de payer la taxe sur le foncier non bâti, on avait aussi mis dans la même loi que l'ensemble du territoire guyanais est cadastré. Mais oui, on avait prévu le coup. On avait réfléchi, on s'est dit, il ne faut pas que les gars nous disent que le territoire n'est pas cadastré. Donc on met dans la loi paiement de la taxe sur le foncier non bâti, mais on met dans la loi aussi cadastrage de l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Et donc l'État nous dit, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas évaluer combien on doit payer parce que l'ensemble du territoire n'est pas cadastré. Donc tu vois bien que c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc voilà pourquoi le dossier est je ne vais pas dire qu'il est bloqué, mais en tout cas, c'est la difficulté à laquelle on fait face. Alors la Guyane passe du coup effectivement hommage à notre camarade Marcel qui en parle tout le temps.
Moi, j'ai appris, en tout cas à l'école, 98 000 km². Oui. C'est passé à 91, maintenant c'est 84. Je crois que c'est 82 500, je crois. Ah, wow, officiellement. 82 500. Bon, ouais. Comment c'est calculé ça, Bah, je Parce sais que pas, ça alors, change tout, j'imagine, quoi. hein, j'ai Clairement, pas- ça change tout. n'étant pas ni géographe, ni machin, j'ai pas de réponse, mais par contre, il me semble. Mais ça, c'est un sujet qui est important, justement, par rapport à tout ce dont on parle là. Déjà, le cadastrage, J'imagine que les solutions satellitaires qui existent aujourd'hui permettent d'avoir un calcul plus précis. J'ose espérer que c'est pas une volonté de nous faire rétrécir. Je peux pas. Je parlais de complotiste tout à l'heure. J'ai pas envie de devenir complotiste. Donc j'imagine que c'est parce qu'on a des solutions satellitaires qui aujourd'hui permettent de voir au mieux où sont la réalité des frontières et de calculer au mieux la superficie. Mais après, j'ai pas de réponse. Bon, et visiblement, en tout cas, la technologie évolue parce que. Bientôt, voilà. on aura du réseau à Tilagabassou. Voilà. J'ai espoir pour 2022. Puisque visiblement, au millimètre près, la gun réduit, se rétrécit. Donc voilà, viva la technologie. Merci de sécher. Tout ceci, bien sûr, vous l'aurez compris, est totalement ironique. Parce que vraiment, c'est... alors, il y a une personne qui disait, c'est nous prendre... Alors, quand est-ce qu'on cessera de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas? Voilà. Donc, ouais. Cordonnier, mal chaussé, portant fusée qu'à décoller. Voilà. Alors, ah ben tiens, la pêche illégale. Ah, ben, pas de problème. Alors, la pêche, il y a la pêche illégale, gardez ça sous le coude, mais quant à la pêche légale, ou même la production, hein, délocalisée, transformée, puis retour en Guyane. Alors, on parle de la pêche illégale là maintenant, là, mais après, on va aborder aussi la question de l'essence. Donc, gardez ça. Alors, sur la illégale, pêche, après- alors, est-ce qu'on parle de la pêche Mais légale l'essence- ou illégale? L'essence au niveau de nos voisins. D'accord. Sur la pêche légale, nous, la CTG, on fait un effort énorme. C'est une des premières choses qu'on a votées. On a voté une aide de plus d'1 million d'euros à la Coupe du Maire, justement pour sauver cet outil qui permet de transformer sur place le poisson, de faire des filetages, de faire des produits de la mer, des produits transformés, et surtout qui permet de faire vivre des petits pêcheurs qui ne dépendent pas uniquement du marché aux poissons, mais qui peuvent vendre à la Cogumère leur production. Donc nous, la nouvelle majorité, on a absolument assumé nos responsabilités de sauver la filière pêche légale, en injectant plus d'1 million d'euros dans cet outil-là, et surtout en réfléchissant à un nouveau mode de fonctionnement qui permette d'accompagner la filière. Sur les fonds européens, ce qui m'intéresse, moi, en fait, ma responsabilité personnelle, on a réussi à augmenter les crédits des fonds européens, alors que, malheureusement, le secteur étant en baisse, le nombre de pêcheurs diminue. Mais on a quand même augmenté les fonds. Et on a consommé 100% des fonds de la période 2014-2021. Tous les fonds ont été attribués, que ce soit les fonds au titre de la compensation des surcoûts, qui permettent aux pêcheurs de vendre à des prix relativement compétitifs sur le marché, tout en gagnant de l'argent, que sur la partie investissement, avec notamment les deux derniers dossiers qui sont passés, je peux t'en parler. C'est un dossier qui va permettre de structurer la filière ostréicole, les huîtres de Montsenory, ostricole, pardon, les huîtres de Montsenory. Donc on a un investissement de quelques centaines de milliers d'euros, et aussi de faire un marché une vraie criée au mire. On va faire une vraie criée au mire, donc c'est un investissement qu'on a fait. Donc là, on a on a consommé l'ensemble des fonds, et là, on a programmé sur la nouvelle programmation des fonds, notamment pour rénover les ports dans les communes où il y a des activités de pêche. C'est le cas notamment de Sinnamary, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a un projet sur le port de Sinnamary. Sur la pêche illégale, il y avait eu un engagement. Alors tu vas te fâcher parce que tu vas me dire, mais attends, à chaque fois il y a des engagements et il n'y a rien qui suit. Bon, je vais C'est le fil rouge de l'émission, visiblement. Je vais tenter de me battre pour me faire battre. Il y avait eu un engagement qui avait été pris en 2013
de déployer un système qui s'appelle le Spationav V2, qui est un système de surveillance des côtes maritimes, qui équipe l'ensemble des côtes dans l'Hexagone. Et il y avait l'engagement de le faire aux Antilles. Je ne vais pas te mentir, je ne sais pas si ça a été le cas ou pas. Mais en tout cas, l'engagement avait été de le faire. C'était en train d'être déployé aux Antilles. Et en 2013, il y a eu un engagement pour que ce soit fait en 2016. Nous sommes en 2021. Le dispositif Spationav V2 n'est toujours pas déployé en Guyane, sauf apparemment uniquement du côté tu vas te fâcher avec moi. De Kourou. Et utilisé pendant les lancements. Donc c'est problématique. Alors. Mais je sens que ma réponse ne te satisfait pas. Non, mais non. Non, mais alors je vais te dire un truc. Moi, je suis intervenu à Paris et je suis intervenu aussi à Sinnamary, puisque le maire de Sinnamary a l'excellente initiative d'organiser une rencontre. C'était vraiment la première fois qu'on faisait ça avec l'ensemble des partenaires, parce que c'est un problème qui devient... Mais ça prend l'ampleur du problème de l'or, la pêche aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un pillage méthodique de nos ressources, de la même façon qu'il y a un pillage méthodique des ressources d'or par les garimperos. Aujourd'hui, ça devient presque de la même ampleur. Et moi, j'ai la même réponse pour toi. S'il faut faire venir un porte-avions Charles de Gaulle, faites venir le porte-avions Charles de Gaulle. Mais il faut, pour moi, c'est vraiment un sujet de la capacité de l'État d'asseoir son autorité sur son territoire. Soit on est français, soit on l'est pas. Si on est français, que l'État vienne asseoir son autorité sur la zone économique exclusive, donc le territoire guyanais en mer, comme sur le territoire sur la terre ferme. Quoi qu'il en soit, le gouverneur lui-même reconnaissait que la Guyane n'était pas la France. Donc, en tout cas, la réponse est claire. Et tout ceci confirme bien que, oui, nous sommes bien en situation de colonie et il est temps, effectivement, de pouvoir s'émanciper, s'autodéterminer, changer, effectivement, les choses, puisqu'on va rester dans ce même cacacoc. Moi, je voudrais savoir, par rapport à cette question de l'essence, parce que justement, et là, c'est par rapport à l'Europe. Il semblerait que, voilà, l'essence de chez nos voisins ne réponde pas à certains critères. Quelle est l'intervention prévue sur ça? Parce que, ma foi, alors, il y a des voitures de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut... Ils vendent de l'essence de par le monde. Il faut faire peut-être un petit peu la genèse qu'on comprenne. Avant, on s'approvisionnait principalement à Trinidad et Tobago et aussi au Venezuela. Et en fait, ce sont les concessionnaires guyanais qui ont fait un recours parce qu'ils disaient que, en fait, comme l'essence n'était pas aux normes européennes, alors que les voitures que nous importons, elles viennent de l'Europe, donc avec des normes européennes, les moteurs s'encrassaient plus vite et que les voitures tombaient en panne alors qu'elles étaient sous garantie et donc eux, ça leur faisait des surcoûts. Donc du coup, ils ont eu gain de cause auprès des tribunaux et donc il a fallu s'approvisionner sur des marchés aux normes, c'est-à-dire le pétrole maintenant aujourd'hui, le pétrole qu'on a en Guyane, il est raffiné en Martinique, mais il vient d'Europe du Nord. Donc aujourd'hui, on dit que il faut absolument faire jouer la concurrence, parce qu'on est dans une situation de monopole, on subit le monopole de la Sahara, et deux, la réalité, c'est qu'une grosse partie du prix Sahara vient du pétrole, pas du pétrole, bien évidemment, c'est du pétrole, mais du transport. Et donc, il faut qu'on s'approvisionne plus proche. Le président de la CTG, il est en lien avec les homologues du Suriname. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les homologues du Suriname disent? Ils disent il me semble que c'est le gazole. Sur le gazole aujourd'hui, on est capable de vous livrer, ou sinon c'est le contraire. Il me semble que c'est le gazole, on est capable de vous livrer. Par contre, sur le sans-plomb, on n'est pas capable aujourd'hui de livrer le sans-plomb aux normes. Mais en tout cas, il y a une discussion qui est en cours, que ce soit avec le côté brésilien comme le côté surinamais, plus du côté surinamais, pour la simple bonne raison que la Staatsolie, qui est la compagnie nationale pétrolière du Suriname, dispose d'une raffinerie qui est à Paramaribo, et donc pour le coup, la Staatsolie dispose de la raffinerie qui est la plus proche de la Guyane. Donc, le président de la CTG s'est entretenu avec le gouvernement surinamais la semaine dernière. Il y a un nouvel échange qui est prévu dans les jours qui viennent avec, une fois de plus, les autorités surinamaises
pour qu'ils puissent voir ensemble dans quel délai on pourra avoir cette possibilité de s'approvisionner chez le voisin surinamais qui, un, va permettre de faire jouer la concurrence et deux, de faire baisser les coûts du transport et donc à moyen terme d'avoir des prix de l'essence qui sont plus bas que ce que nous payons actuellement. Alors, on va bientôt terminer cette émission. Normalement, c'est 1 heure, mais le sujet était tellement, ma foi... Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Hein. Ben, effectivement, moi non plus. On en a pris de belles, hein, c'est ça. Ça durait 1h20, mais voilà. Moi, je terminerai par 2 interventions, 2 messages. Donc, Harvey Rospector qui dit... Alors, il dit beaucoup de choses. Donc, c'est en réponse, en fait, c'est toujours l'extérieur qui décide pour la Guyane Est normale. Et donc, la réponse est de dire, c'est ça, être une colonie. Donc, Fabrice Ducos qui dit, le changement de paradigme, c'est tout. Il est temps de sauter le pas. Voilà. Et, soi-disant, enfin, la question du raffinage comme étant la solution, ma foi... Harvey Rospector qui dit « Nous l'auto, toujours qu'à tomber en panne ». Voilà. Donc, Livia Fernand, nous sommes arrivés à un point où la France ne doit plus décider. Pour nous, un point, c'est tout. Voilà. Tu veux que je donne mon avis? Vas-y. Alors, moi, je ne suis pas indépendantiste, hein, mais je suis autonomiste. Donc, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il faut absolument qu'on puisse enclencher le processus de l'évolution statutaire. Je pense au droit à l'autodétermination des peuples. Ça veut dire que les Guyanais doivent être en capacité de décider ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Je pense que la majorité des Guyanais, c'est ma conviction profonde, que la majorité des Guyanais veulent rester dans le cadre de la République française, mais dans le cadre d'un contrat renouvelé entre l'État et le territoire de la Guyane. Ce contrat, il doit être dans une relation qui est une relation gagnante-gagnante. Aujourd'hui, tu l'as dit, et je pense que les gens dans les commentaires l'ont dit aussi, on a l'impression à chaque fois d'être un peu la dernière roue du carrosse. Et malheureusement, au quotidien, cette impression, elle est de plus en plus forte. Donc il faut qu'on soit en capacité de dire exactement ce que l'on veut à l'État. Et quand je dis ce que l'on veut, c'est ce que veut la population guyanaise. Moi, je suis favorable à une consultation. À titre personnel, c'est ma position, une consultation de la population sur exactement qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une évolution statutaire? Et si on veut une évolution statutaire, qu'est-ce qu'on veut y mettre? Moi, à titre personnel, je suis favorable, et c'est la position de la collectivité territoriale, de la majorité en tout cas, c'est on est favorable à une évolution statutaire qui n'aille vers une autorité de gestion qui nous permette d'évoluer sur notre statut national tout en restant dans le même statut vis-à-vis de l'Union européenne, qui est le statut de région ultra-périphérique, parce que ce statut nous permet de bénéficier de fonds, là on va vu, 800 millions d'euros pour les 6 prochaines années, et qu'on a besoin de ces fonds. Donc je pense qu'il faut ouvrir, et une fois qu'on a ouvert le débat sur l'évolution statutaire, il faut voir qu'est-ce qu'on veut y mettre, sur quelles compétences on veut exercer, quelles compétences on estime qu'ils doivent rester à l'État. Généralement, c'est la défense, l'état civil, la défense, la justice, qui reste gérée par l'État, des compétences de l'État, donc les compétences régaliennes, et nous, l'économie, la santé, l'environnement, l'éducation, et tout un tas de compétences qui nous permet d'être réellement acteurs de notre développement et acteurs de notre destin. Donc moi, ça c'est ma position, et c'est la position qui est partagée par la majorité de la collectivité territoriale. Ok. Donc, d'ailleurs, les travaux avec le front ont recommencé? Oui, absolument. Il y a, je ne sais pas si tu sais, mais le président a confié à un élu en particulier, qui est Roger Aron, une délégation qui est la délégation évolution statutaire. Donc, c'est un signal politique fort qui a été envoyé par le président de la CTG pour dire que cette question-là, c'est une question qui est importante pour nous. D'ailleurs, elle a été centrale dans la campagne. Et donc, lorsque nous avons été élus à la collectivité territoriale, c'était sur un programme qui mettait en avant cette nécessité d'évoluer notre statut. Donc, il y a un élu qui est en charge de cette question-là, c'est Roger Aron. Et Roger Aron, actuellement, travaille avec le front, mais pas qu'avec le front, avec les élus, avec les différentes composantes, à justement savoir exactement qu'est-ce qu'on veut. Il y a un travail qui a été fait. Le Congrès des élus s'est prononcé, puisqu'ils ont voté à l'unanimité pour le projet Guyane amendé.
Donc, il y a un travail qui a déjà été fait. Donc, sur la base de ce travail-là, qu'est-ce qu'on va proposer aux Guyanais et qu'est-ce qu'on va proposer à l'État et quelles relations renouvelées on va proposer à l'État. Et ce travail, il est en train d'être fait, il s'est accéléré et le fonds est bien évidemment associé parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et d'ailleurs, j'ai participé il y a peut-être 10 jours à une rencontre avec les membres du front qui nous ont expliqué quelles étaient leurs positions, même si on la connaît bien évidemment, mais et aussi qu'est-ce qu'ils attendaient de la collectivité. Et nous, ça leur a permis au président et à M. Aron de leur dire exactement où en est le travail et sur quel calendrier on peut se projeter. D'accord. En tout cas, je crois que nous avons brossé le sujet mais vraiment au sens large, voilà, sous différents aspects. C'est pas du tout rassurant. Hein. On attend sur ce projet d'évolution statutaire. L'État est en attente des propositions. Voilà, c'est la posture, c'est la réponse. À voir maintenant si elle sera en mesure d'appliquer ces différentes propositions. J'espère que ce ne sera pas comme toutes les autres propositions et même lois qui auront été votées, parce qu'effectivement, la situation est critique. Donc, affaire à suivre. Je peux répondre ou pas du tout? Vas-y, réponds. Juste que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas rassurant. La situation, elle est ce qu'elle est. Mais je pense qu'on voit très bien avec cette nouvelle majorité qu'on a un changement de posture, tu l'as dit. Et surtout, on est des élus qui sommes capables de regarder la situation en face et la Guyane pour ce qu'elle est. Moi, tout à l'heure, on a commencé, tu m'as dit qu'est-ce qui m'a marqué. Et j'ai commencé par les événements positifs qui m'ont marqué dans la semaine. Et effectivement, il y a des difficultés sur le territoire. Effectivement, il y a des énormes challenges. Mais nous avons énormément de choses dont nous devons être fiers et à développer. Et moi, je pense que cette nouvelle majorité, on est prêt à prendre le challenge. De toute façon, il y a la population guyanaise qui nous a fait confiance. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se planter. Elle ne va pas nous pardonner. Donc, c'est rassurant. La situation, elle est ce qu'elle est. Il faut la regarder en face. Moi, je pense que d'avoir des élus et d'avoir un président comme le président Gabriel Serville qui prend la situation au bras le corps et qui souhaite apporter des solutions pour améliorer notre quotidien à tous, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est rassurant. D'accord. Comme je disais, affaire à suivre. Affaire à suivre. Puisqu'il n'y avait pas du tout d'invective, notamment de la majorité, dans mon propos. Mais justement, ce rapport... Non, mais j'ai bien compris. Hein. Mais ce rapport, effectivement, je ne vais pas employer des mots trop forts, mais allez, juste compliqué avec l'État où des engagements, en tout cas, sont pris et ne sont pas respectés. Ça pose problème, effectivement, pour le développement, l'essor de ce territoire au potentiel immense. Malheureusement exploité et on n'a pas de retour. Donc là, on parlait de vie chère. On attend beaucoup, en tout cas, la population attend beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu sans langue de bois sur les différents sujets que nous avons abordés ce soir. Merci à l'équipe technique, Xavier Nelson, Kevin Burke, voilà, qui m'ont accompagné tout au long de cette émission, 7h30. Nous vous disons à la semaine prochaine, voilà, ou peut-être après, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est au rendez-vous, il y a une opération escargot qui est mise en place mardi. Voilà, mardi 21, rendez-vous à 8h30 au stade Georges Chaumette. Donc, anciennement stade de Baduel, direction la préfecture. Donc, rendez-vous 8h30 pour l'opération escargot. Voilà. À bientôt, passez une bonne soirée. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Moi, je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Je reviendrai avec très très grand plaisir. Remercier aussi l'équipe et dire à tous ceux qui nous regardent que je suis disponible sur les réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation, vous avez d'autres questions à laquelle je n'ai pas répondu, ne pas hésiter à m'envoyer des messages, publics, privés, comme vous voulez, comme vous le sentez. Et que je suis absolument disponible à répondre à toutes les questions sans langue de bois toujours. Voilà. À très bientôt. Merci à nouveau aux internautes, aux fidèles internautes qui nous suivent. Voilà, chaque semaine, partagez dans vos réseaux, Facebook, dans vos groupes, WhatsApp.
puisque c'est une question, nous abordons différentes thématiques qui intéressent tout le monde. Voilà, donc merci vraiment pour alimenter les débats par vos questions, vos réflexions. Merci pour le soutien. À bientôt, bonne soirée. Caravane de la liberté, Gimmicks, Soriana, allez dire, écoutez ça. Allez dire nous pas comment, allez dire nous qui est toujours plus fort.